Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo du chapitre cycle des roches. Elle portera sur les conséquences de l'altération superficielle et sur l'action du climat, de la roche-mère et de la matière organique sur l'altération des roches. Les transformations chimiques des minéraux. Les cations arrachés à la roche-mère se retrouvent dans les eaux interstitielles. Ils vont être évacués du manteau d'altération avec des vitesses qui dépendent de l'altérite et du pH. Les cations solubles à faible potentiel ionique, comme le potassium, Ca2+, KNA+, Mg2+, Fe2+, ce sont des cations qui sont arrachés par dissolution. Ils seront exportés rapidement jusqu'au cours d'eau ou bien ils cristallisent et se déposent lorsque la solution est sursaturée en ces éléments. Les cations qui ont un potentiel ionique un peu plus élevé, les hydrolysats et les oxyanions. La solubilité des ions à potentiel ionique élevé dépend du pH. Sur ce graphique, nous allons voir les courbes de solubilité de certains hydrolysats et oxyanions. La silice. Le quartz SiO2, c'est de la silice bien cristallisée, ou bien l'hydroxyde COH4 et la silice amorphe. La solubilité de la silice est constante pour des pH allant de 0 jusqu'à 9. Elle est de millième de gramme par litre pour les quartz et de 1 centième de gramme par litre pour la silice amorphe. Sur le graphique, nous avons la solubilité en logarithme décimal et S, la solubilité en grammes. Donc, moins 4, c'est 1 millième et moins 3, c'est 1 centième pour la silice amorphe. Jusqu'à pH égale à 9, puis par la suite, elle croît jusqu'à 1 gramme par litre pour des pH très basiques. Le fer. La solubilité du fer est élevée pour des pH très acides. L'ion Fe3+, est fortement lessivé. Elle décroît d'une façon inversement proportionnelle au pH jusqu'à pH égale à 7. Pour les pH supérieurs à 7, le fer n'est pratiquement plus soluble. Il reste là où il a été libéré sous forme d'oxyde, Fe2O3, ou d'hydroxyde, FeOH3. Il précipite dans l'altérite, se concentre et lui donne la coloration rougeâtre. L'aluminium. La solubilité de l'aluminium est élevée pour des pH acides. L'ion E3+ est fortement lessivé. Il décroît parallèlement à celle du fer jusqu'à pH égale à 5, où il précipite et se concentre dans l'altérite sous forme d'hydroxyde, AlOH3. Il croît de nouveau pour des pH supérieurs à 5 en perdant des hydrogènes. La valeur du potentiel ionique permet donc d'expliquer les vitesses de lessivage pour les pH naturels plus ou moins neutres. Le lessivage est rapide pour les cations solubles et les oxyanions, comme les sulfates et les phosphates. Il est quasi nul pour les hydrolysats ou les hydroxydes insolubles, comme l'hydroxyde d'aluminium, l'hydroxyde de fer, d'où leur immobilité et leur concentration relative dans le profil d'altération. À partir de ce diagramme, on peut tirer un certain nombre d'enseignements. Les cations solubles libres sont toujours exportées rapidement, quel que soit le pH. On divise ce diagramme en deux zones. Une zone où le pH est inférieur à 3,5. Dans cette zone, c'est-à-dire des pH très acides, les éléments les plus solubles sont le fer et l'aluminium. Ce sont eux qui seront éliminés le plus, alors que la silice aura tendance à se concentrer dans le profil. Pour la zone où les pH sont supérieurs à 3,5, l'aluminium et le fer sont moins solubles que la silice. Donc le fer et l'aluminium précipitent, ils se concentrent dans le profil, alors que la silice aura tendance à être éliminée rapidement. Le manteau d'altération a tendance à s'enrichir en fer et en aluminium. Dissolution des carbonates. Les carbonates sont des roches faites de calcite CaCO3 et de dolomite ou de dolomite MgCO3. La dissolution des carbonates dans l'eau pure peut se faire, mais elle est très insignifiante. L'ion calcium Ca2+, ou bien l'ion magnésium Mg2+, sont des cations solubles. Normalement, il peut être arraché à la roche-mère par l'eau pure, par dissolution, selon la réaction de CaCO3 plus H2O donne CO3H 2 fois Ca, qui est un bicarbonate qui est soluble, plus la chaux vive. Mais dans la nature, cette réaction est insignifiante. Bien que Ca2+ est un cation soluble, il est bien fixé au groupement carbonate CO3 de moins. C'est pourquoi cette réaction est insignifiante. Les carbonates se dissolvent dans la nature, surtout par les acides carboniques. Alors, les acides carboniques proviennent de la solubilité du gaz carbonique dans l'eau. L'eau se charge en CO2, a donc un pouvoir de dissolution bien plus important que l'eau pure. Il transforme les carbonates en bicarbonate selon la formule. Donc, le CO2 se dissout dans l'eau et donne de l'acide carbonique. L'acide carbonique attaque les carbonates et les transforme en bicarbonate soluble, qu'on appelle aussi l'hydrogénocarbonate de calcium. Ceci se passe surtout dans les endroits où il y a beaucoup de végétation qui éjecte du CO2 dans l'eau par respiration. La composition chimique des calcaires est le CaCO3, mais leur dissolution donne naissance à un manteau d'altération
contenant des particules alumino-silicatées, des minéraux silicatés, des argiles, des oxydes. Ces éléments-là se trouvaient initialement dans la roche. Ils ont été piégés lors de la sédimentation comme sous forme d'impuretés et par la suite ils ont été libérés par la dissolution. Ce manteau d'altération s'appelle la terra rossa lorsqu'il est rouge ou la terra fusca lorsqu'il est brun. Ces éléments, on les trouve dans les modelés karstiques où ils couvrent les plateaux calcaires ou comblent les dépressions qu'on appelle des dolines. Ces dépressions-là. Les conséquences et les produits de l'altération superficielle. La roche altérée qui va composer le matériau mobilisé se présente de la façon suivante. La charpente des minéraux va devenir caverneuse et va se déstabiliser. Certains minéraux plus fragiles que d'autres vont disparaître. Sur un affleurement de granit blanc sain, les seuls processus de dégradation visibles sont les fissures. Un échantillon de cette roche montre les minéraux du granit, qui sont le quartz incolore, mais il apparaît grisâtre sur l'échantillon. Les feldspaths alcalins, les plagioclases sont blancs ou légèrement roses, et les micas. Ici, en l'occurrence, c'est la biotite, c'est un mica noir, c'est un ferromagnézien. Les biotites et les plagioclases sont facilement altérables. Ce sont des minéraux plus fragiles que le quartz et les feldspaths alcalins. Ils vont disparaître et laisser des vides. La roche devient caverneuse, avec des vides et des pores à l'intérieur. Les minéraux secondaires vont apparaître. La roche devient meuble. La densité et le volume de la roche vont baisser. Elle s'écrase. Des minéraux secondaires vont apparaître. Nous avons une poudre rougeâtre ou brunâtre entre les minéraux qui ne sont pas encore altérés. Les vides qui sont à l'intérieur vont faire que la roche va s'écraser et va devenir meuble. Les particules vont se disperser. L'affleurement en entier sera composé par un manteau d'altération de matériaux meubles de différents calibres où subsistent des blocs de grande taille, mais où ils sont pris par l'altération qui progresse vers l'intérieur. Les éléments chimiques extraits mais non évacués du profil restent dans le manteau d'altération et se recombinent entre eux pour donner des minéraux secondaires qui vont se trouver à côté des minéraux primaires détachés de la roche mère mais non touchés par l'altération. La poudre rougeâtre ou brunâtre, c'est des minéraux secondaires qui se sont formés et qui se retrouvent à côté des minéraux primaires qui ne sont pas encore altérés, mais ils sont arrachés, ils vont finir par s'effondrer et la roche va perdre du volume et vont devenir meubles. Les minéraux secondaires sont soit transformés, soit néoformés. Les minéraux transformés se forment quand un morceau détaché de la structure moléculaire d'un minéral primaire capte les ions libres et forme des minéraux secondaires. Les minéraux néoformés, c'est quand les cations libres, Si4+, Al3+, Fe2+, avec les ions oxygène O2-, se recombinent pour former des minéraux secondaires. On dit que ce sont des minéraux secondaires néoformés. Les minéraux secondaires sont essentiellement des minéraux argileux, des oxydes, des hydroxydes, des allophanes et des gels colloïdaux. Les minéraux argileux. Les minéraux argileux sont des phyllosilicates. C'est bien ce qu'on appelle des silicates enfeuillés, des minéraux contenant du silicium enfeuillé de taille inférieure à 10 microns. Les feuillets sont composés par des couches tétraédriques et des couches octaédriques. L'image est celle de la kaolinite vue au microscope électronique à balayage. La kaolinite, c'est un minéral argileux. On voit bien les feuillets qui se superposent. Alors, la couche tétraédrique est composée de tétraèdres, tapissant une surface en 2 dimensions. Chaque tétraèdre est composé d'un silicium entouré de 4 oxygènes. Alors, schématiquement, le tétraèdre est représenté par cette figure, mais en réalité, le cation silicium est très petit par rapport à l'oxygène. La figure suivante est plus proche de la réalité. Les couches d'octaèdres sont formées par des octaèdres où nous avons un aluminium entouré par des oxygènes ou des groupements hydroxyles ou des groupements hydroxyles, OH-. L'aluminium Al3+ peut être substitué par un cation d'une valence plus faible, Fe2+ ou Mg2+. Et plus il y a de substitution, plus la charge négative est grande. C'est pourquoi les argiles sont généralement électronégatifs. Les feuillets argileux peuvent être constitués par un feuillet tétraédrique de silicium, un feuillet octaédrique avec un aluminium au centre et un espace interfoliaire qui se répète. L'épaisseur d'un feuillet contenant ces 3 couches
qu'on appelle une épaisseur réticulaire, est de 7,2 angstroms pour ce type d'argile, qu'on appelle argile de type 1,1, c'est-à-dire couche de tétraèdre et couche d'octaèdre. Le feuillet peut aussi contenir 2 couches de tétraèdre et une couche d'octaèdre, avec un espace interfoliaire. Et dans ce cas, les argiles sont appelées des argiles de type 2,1, 2 couches de tétraèdre et une couche d'octaèdre. Et l'épaisseur réticulaire ici est d'environ 10 angstroms. Les argiles peuvent gonfler par insertion de molécules d'eau ou bien de cations dans l'espace interfoliaire. Les smectites, par exemple, sont des argiles qui peuvent gonfler jusqu'à un écart réticulaire ou bien une épaisseur réticulaire de 17 angstroms. Les oxydes et les hydroxydes. Certains cations libres captent l'oxygène O2- libre et forment des oxydes, comme par exemple l'oxyde de fer, oxyde de calcium, oxyde de magnésium. D'autres, en subissant l'hydrolyse, se lient avec le groupement OH de la molécule d'eau et deviennent des hydroxydes. Les oxydes et les hydroxydes sont des grains différents des argiles, mais ils sont moins grands que quelques nanomètres, mais ils peuvent croître jusqu'à avoir quelques microns de taille. Les allophanes et les gels colloïdaux. C'est un assemblage d'éléments chimiques, cation-anions, qui montre un début d'organisation. Les allophanes sont des silicates d'alumine de composition chimique voisine de celle des argiles, mais incomplètement organisés et non structurés en feuillets. Les gels colloïdaux sont des ions amalgamés par des molécules d'eau sans aucune organisation. Action du climat sur l'altération superficielle des roches. L'altération superficielle des roches est d'autant plus forte que la température est élevée et que la quantité d'eau qui traverse l'altérite est grande. L'altération chimique sera donc plus ou moins rapide selon les climats. Le schéma montre les processus d'altération des roches depuis le pôle nord jusqu'à l'équateur. Il montre les épaisseurs du manteau d'altération depuis la roche mère, la roche en voie de désagrégation et l'évolution du manteau d'altération. Il montre la nature de ce manteau d'altération. Sur cet axe, nous avons les températures et là, la courbe nous montre la variation de la température. Sur cet axe, nous avons les précipitations en millimètres et la courbe en bleu nous montre la variation des précipitations. Ici, nous avons la végétation naturelle, la taïga, les feuillus, les steppes, etc. Puis, nous avons l'appellation de la zone climatique, ceinture polaire, zone boréale, zone tempérée, etc. Et là, nous avons le type d'altération qui affecte les roches. Alors, premier climat, c'est le climat sec, qu'il soit froid ou chaud. Alors, sous ce climat, l'altération est nulle. Dans la zone polaire et dans la ceinture désertique, l'altération, c'est surtout une désagrégation mécanique. Mais il n'y a pas d'altération chimique parce qu'il n'y a pas d'eau dans les milieux chauds et secs. S'il y a de l'eau sous climat froid, elle se transforme en glace et n'agit pas chimiquement sur la roche. Sous climat tempéré, les précipitations sont de l'ordre de 700 jusqu'à 1000 mètres, les températures sont douces, l'altération est modérée. Des minéraux primaires évoluent et des minéraux secondaires apparaissent par transformation. Les minéraux secondaires qui y apparaissent sont des argiles de type 2,1, 2 couches de silicium et une couche d'aluminium, d'où le terme de bisialitisation. Les couches de silicium, ce sont les couches tétraédriques et les couches d'aluminium, ce sont les couches octaédriques, qui apparaissent à partir d'une transformation de minéraux primaires. Le climat méditerranéen, c'est un cas particulier de la bisialitisation, la fersialitisation. Dans ce climat méditerranéen, l'altération est moyenne, à peu près comparable à celle de la zone tempérée. Mais ici, les saisons sont beaucoup plus contrastées. Pendant la saison froide et humide, il y a libération des ions dont une partie est entraînée. Pendant la saison sèche, la partie des ions restée dans le profil contribue à la formation des minéraux argileux de type 2,1. C'est la bisialisation. Mais un phénomène supplémentaire se produit, c'est que pendant la saison humide, donc le fer est libéré. Si le climat reste humide, le fer est entraîné qu'à des régions tempérées. Mais ce climat méditerranéen, la saison sèche est très marquée. Dans les manteaux d'altération aérés, le fer est oxydé, donc insoluble. Il reste et forme des oxydes de fer. Il donne donc une coloration rouge au sol. On parle de rubéfaction. On a à la fois des minéraux du domaine de la bisialisation et des oxydes de fer, d'où le terme de fersialitisation. Sous climat tropical et subtropical, le type d'altération qui se produit, c'est la monocialisation. Les climats sont chauds et humides. Il y a souvent beaucoup de végétation qui donne de la matière organique au sol, mais cette matière organique est détruite très vite à cause de l'eau et de la chaleur, si bien qu'on ne la retrouve pas incorporée au sol. L'altération des minéraux est importante. Certains minéraux non touchés sous les autres climats commencent à l'être. Il y a une libération importante de silicium, aluminium et du fer.
Comme il n'y a pas de matière organique acidifiante qui acidifie le milieu, les pH sont neutres. Et la silice est plus soluble que le fer et l'aluminium. Il sera entraîné. Les minéraux argileux secondaires sont moins riches en silicium parce que la silice est entraînée. Et les minéraux argileux qui se forment sont des argiles de type 1,1. Comme on le voit ici. Ici, c'est les phyllites de type 1,1. Alors que dans le milieu tempéré, c'est surtout les phyllites de type 2,1. Ils sont fabriqués à partir d'une recombinaison de ces ions qui sont libres. Donc, il s'agit d'une néoformation. Sous climat équatorial, le climat est très chaud et très humide. Les précipitations de l'ordre de 1500 à 2500 mm, la température d'une moyenne de 30 degrés Celsius. L'hydrolyse des minéraux est complète. Dans ces conditions, tous les minéraux primaires sont détruits, y compris le quartz. La silice est solubilisée et est évacuée très fortement avec les autres cations solubles. Il ne reste relativement que l'aluminium et le fer, d'où le terme de ferralitisation. Dans la partie inférieure du profil, le peu de silice restant se combine avec l'aluminium pour former des phyllites de type 1,1, comme la kaolinite. Alors que dans la partie supérieure, la combinaison du fer avec l'aluminium forme des cuirasses et des carapaces ferrugineuses. Ce type d'altération donne des latérites, des altérites de plus de 40 mètres de profondeur. Action de la roche-mère. Les roches sont constituées par des minéraux. Donc l'altération, ou bien la vitesse d'altération des minéraux se répercute sur l'altération de l'affleurement. Goldich a établi en 1938 l'ordre d'altérabilité des minéraux. Les minéraux les plus altérables sont les minéraux non silicatés, qui ne contiennent pas de silicium. Par exemple, les roches évaporitiques comme la lite, les sulfates comme le gypse, les sulfures comme la pyrite, et les carbonates comme la calcite, la dolomie. On peut mettre ici aussi les phosphates. Puis viennent les minéraux silicatés. L'ordre d'altérabilité des minéraux silicatés est copié de l'ordre de leur cristallisation. Lors du refroidissement d'un magma, les minéraux apparaissent des températures les plus élevées vers les températures les plus basses, d'environ 1200-1300 degrés Celsius jusqu'à 700 degrés Celsius. Dans la lignée des ferromagnésiens, on a l'olivine qui apparaît en premier, le pyroxène, l'amphibole, la biotite. Donc ici, nous avons un ordre d'altérabilité décroissante. Les olivines sont les plus fragiles, les plus altérables par rapport aux biotites. Et en parallèle, nous avons la lignée des feldspaths, les plagioclases calciques, les plagioclases sodiques, puis les plagioclases potassiques. Ensuite, les minéraux les plus résistants, ce sont les minéraux qui contiennent le plus de silicium, comme le quartz. Examinons quelques exemples d'altération d'un feldspath potassique, par exemple. L'altération bicialisation, l'orthose, avec de l'eau donne une argile de type 2,1. Une transformation. Des morceaux de chaînes silicatées de l'orthose vont capter les ions libres dans l'eau et fabriquer des argiles de type 2,1. Plus de la silice amorphe, l'hydroxyde de silicium plus les sels solubles. Sous climat tropical, on a la monosyalisation. L'orthose va se dégrader tellement rapidement que les argiles qui seront fabriquées sont seulement des argiles de type 1,1. Ce sont des argiles néoformées à partir des ions libres, plus les hydroxydes, plus les sels solubles. La ferralitisation, climat équatorial, l'orthose va donner directement la gypsite sans passer par les argiles. La gypsite qui est un hydroxyde d'aluminium, l'acide silicique plus la solution de lessivage qui est, c'est-à-dire les sels solubles. La biotite qui est un ferromagnésien avec l'eau va se transformer en chlorite, puis en argile de type 2,1, en argile de type 1,1, ou bien enfin elle se transforme en goethite, un hydroxyde de fer. Action de la matière organique. La matière organique agit sur le sol par le type de humus auquel elle donne naissance. La matière organique, elle se décompose, on parle de minéralisation, en humus. On a 3 types d'humus, le mûl, le modère et le mort. Donc, le mûl, c'est l'humus le plus fertilisant des sols est composé de 3 humus, le mûl forestier, le mûl calcique et le mûl acide. Si le mûl forestier et le mûl calcique sont des mûles neutres ou basiques, le mûl acide comme le mort et le modère sont des composés organiques qui vont agir sur l'altération des roches. Le mûl acide agit par un type d'altération qu'on appelle l'acidolyse. L'humus va acidifier le milieu. L'altération des minéraux est accrue. L'acidolyse conduit à une extraction plus poussée de l'aluminium et du fer. La complexolyse, un type d'altération qui se produit sous climat froid boréal. La végétation de type résineux acidifie le sol. Le milieu devient très acide. Les composés organiques extraits, les cations Al3+, Fe2+, Fe3+, des minéraux qui vont être détruits. Les cations se lient aux grosses molécules organiques de l'humus, donnant des complexes organométalliques. Le fer et l'aluminium sont plus solubles que la silice. Le silicium a tendance à demeurer dans l'altérite. Évolution du manteau d'altération. Le produit de la désagrégation mécanique et de l'altération chimique est formé d'éléments de différentes tailles. Leur calibre va du bloc de plusieurs décimètres aux particules très fines ou même à des solutions.
L'évolution de ce matériau meuble va dépendre surtout de la pente sur laquelle il a pris naissance. Sur des pentes horizontales ou faibles, il évolue en sol, c'est la pédogénèse. Le manteau d'altération va s'épaissir et avec l'incorporation de la matière organique, il va se transformer sur sa partie supérieure en sol, possédant une certaine cohérence et une structuration en agrégat agglomérés par des minéraux argileux ou bien par la matière organique. Sur des pentes fortes, il va être érodé. Le produit d'altération va subir l'attaque de certains agents météoriques qui vont provoquer l'arrachage des éléments de ce matériau et l'évacuation de ces éléments. Et cette évacuation va nécessiter un agent qui développe de l'énergie pour les éroder, les arracher de leur emplacement initial. Et ces agents sont soit le vent, l'eau, la gravité ou la glace. La prochaine vidéo, toujours sur le chapitre 4, cycle des roches, portera sur l'érosion et le transport. Je vous remercie.